C'est un sujet qui reste tabou, faut quand même le dire. Ça dérange parce que justement, il y a encore des têtes pensantes dans le vélo qui inculquent ce genre de pratique. Je me suis dit que c'était le seul moyen de performer et du coup, je suis parti dans l'idée, plus j'allais être léger, plus j'allais être fort. Et en fait, c'est pas du tout ça. Clément Chevrier est un coureur cycliste professionnel de 27 ans et est actuellement chez AG2R La Mondiale. Sa passion est devenue son métier. Il y a donc le devant de la scène, participer aux plus belles courses du monde, escalader les cols les plus mythiques, sentir l'exaltation du public. Mais il y a aussi l'envers du décor, avec parfois cette quête du résultat, jusqu'à tomber dans l'excès et la spirale souvent destructrice de l'anorexie. On s'interdit d'évoquer ce sujet tabou pour ne pas briser l'image, par honte, par peur, car les sportifs de haut niveau doivent vendre du rêve. Mais aujourd'hui, après ses propres combats pour guérir, Clément nous livre son histoire avec humilité. On parle de notion de plaisir, savoir trouver son équilibre et d'autres sens à sa vie. C'est parti. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Je m'appelle Clément Chevrier, du coup j'ai 27 ans et je suis né à Amiens, donc originaire de Picardie, où j'ai jusqu'à mes années lycée, avant de partir 2 années en sport-études, donc le premier départ de la maison, les premières rencontres professionnelles entre guillemets, même si pas encore majeur, mais voilà, où on met un pied bien avancé dans le sport de haut niveau. Et puis de là, post-bac, j'ai traversé la France pour aller en Savoie, rentrer dans un centre de formation de mon équipe actuelle, G2R. J'ai toujours été grand passionné de vélo, je voulais commencer le vélo déjà à 5-6 ans, on m'a freiné, bon, pas freiné longtemps parce que j'ai commencé à 7 ans, mais ouais, ma première licence était à 7 ans, j'étais vraiment passionné par ça, mon père était coureur cycliste régional, et vraiment... Et comment ça on t'a freiné ? Bah, parce que voilà, ça faisait un petit peu jeune, 5-6 ans, déjà normalement c'est pas avant 6 ans, mais des fois ils autorisent à 5 ans, donc voilà, c'était histoire de dire aussi, essaye de toucher à d'autres sports, et voilà, je suis passé par le judo, la natation, l'athlétisme, le foot, et puis le vélo, et en fait c'était vraiment le vélo qui m'a accroché, donc c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, quoi, de pratiquer, et donc j'attendais avec impatience l'entraînement, les courses, et puis en fait mon rêve de gamin, à chaque fois que je soufflais mes bougies, c'était d'être professionnel un jour, donc c'était pas de gagner telle ou telle course, c'était juste d'être professionnel, que mon quotidien de vie était de faire du vélo, quoi. C'était un peu cette image-là quand on est petit. Et puis à l'école, j'ai toujours essayé de bien travailler. Dans la famille, c'est comme ça que ça marche. Et du coup, le fil rouge a toujours été les études. Le vélo un peu à côté en échappatoire. Et en fait, je suis rentré dans un premier sport-études. Je suis parti de la maison simplement parce qu'il fallait continuer les études et moi je voulais continuer à faire du vélo. Je voulais faire même encore plus de vélo que ce que je faisais au quotidien, et du coup il me fallait des horaires aménagés, donc je suis parti à Caen parce que c'était le seul endroit où je pouvais avoir des horaires aménagés, et en sortie de Caen, du pôle espoir, où là j'ai pu intégrer en niveau sportif la première fois l'équipe de France, et en fait par contre là c'était hors de question que j'arrête aussi les études, et ça m'a surtout prouvé qu'à Caen j'étais capable de valider un bac avec mention en ayant beaucoup de déplacements dans l'année, des entraînements la semaine, et je me suis dit que c'était jouable en fait de faire des études et puis faire du sport à côté, et donc je suis parti du coup à Chambéry, où là il y avait aussi des études supérieures qui étaient aménagées pour les sportifs de haut niveau. Donc voilà, c'est ce qui m'a emmené à tenir. En fait, j'ai toujours été habitué à faire quelque chose à côté du vélo, et même si j'adore ça, et après, en grandissant, on se rend compte que c'est un sport qui est vraiment difficile, mais qui est aussi très éphémère, dans le sens où ça peut vite s'arrêter, et puis voilà, la carrière ne dure pas non plus bon nombre d'années. Voilà, une carrière déjà de 10 ans chez les professionnels, c'est déjà bien, 15 ans c'est énorme. Mais ça, t'en avais conscience dès le début ? J'en ai eu conscience dès le début, ouais, ça c'était... j'en ai eu conscience parce qu'on me l'a dit, hein, et puis voilà, et puis pareil au niveau salarial, c'est pas comme par exemple le football, où on peut gagner des grosses sommes et en vivre pendant quelques années après. Derrière, il nous reste encore 30 ans de travail,
Donc voilà, et puis ouais, j'ai toujours été conscient qu'en fait il fallait garder un petit pied à terre. Et puis c'est mes amis vraiment proches sont tous dans la vie active, et donc voilà, je voulais pas être déconnecté de la vie étudiante. Hein, c'est quelque chose que vraiment j'appréciais, quoi. C'était j'appréciais la vie d'étudiant, quoi. T'es pas resté que dans ta bulle. Non, bah après cyclisme. c'était la facilité, hein, de se mettre que à faire du vélo, et non, j'aurais augmenté certainement mes performances à l'instant T, mais par contre sur 2, 3, 5 ans, il y aurait vraiment eu me connaissant, une grosse lassitude de faire que ça de ma vie, en fait. Et parce qu'il y a aussi des hauts et des bas, c'est pas toujours super, hein, et puis c'est pas toujours rigolo d'aller s'entraîner, surtout l'hiver, ou voilà, quand il fait froid, quand il pleut, c'est des sports extérieurs, donc c'est compliqué, et puis voilà, il y a des coups durs aussi dans la carrière, des chutes, des coups d'arrêt pendant 2-3 mois, et à ce moment-là, pendant 2-3 mois, s'il n'y a rien à côté, c'est compliqué de savoir pourquoi tu te lèves le matin, quoi. Donc il y a toujours eu un peu cette angoisse de pas savoir faire ce que je fais, enfin pas savoir pourquoi je me lève le matin, quoi. T'as eu parfois, oui, ces moments où, à la limite, presque te dire je vais tout arrêter Ouais, bah j'ai pas eu. Oui, ouais, disons que j'ai pas peur d'arrêter, dans le sens où je sais ce que je peux faire après, en fait, derrière. J'ai pas besoin du. Non, en plus, l'idée de quand t'as des coups de mou, à te dire parfois, vraiment, te poser des questions, de dire ouais, pourquoi je suis là. Bah c'est sûr, hein, c'est plus quand il y a des moments compliqués, c'est le nerf de la guerre, c'est surtout les chutes, quoi, on va dire. Et puis là, là par contre, voilà, quand on se met dans des états comme ça, pour du vélo, parce qu'à la base c'était une passion, maintenant c'est sûr, c'est un métier, mais ça reste un métier passion, et là, voilà, on se dit, c'est quand même beaucoup de risques, ça aurait pu être beaucoup plus grave, je m'en sors bien, et des choses comme ça. Et, surtout dernièrement, toi t'as connu autour de Pologne. Aussi le jeune qui est décédé, c'est ça. Björn Lambrecht, qui est décédé d'une manière la plus bête possible, la plus simple, quoi. Donc ouais, ça nous prend en nez, on le sait, mais on prend des risques. Et après, faut prendre du recul et se dire que c'est aussi dans tout métier, on peut traverser la rue, se faire renverser, enfin voilà. C'est plus que quand ça arrive lors d'un tour. Voilà, ça nous rappelle à l'ordre, en fait. Oui. Voilà, ça nous rappelle vite à l'ordre, quand même. Et puis ça montre, voilà, comme je dis, c'est vraiment, ça peut vite devenir éphémère, quand même, une carrière. Eh ouais. On l'a dit, hein, cette descente est très très rapide. Il faut pas partir à la faute, hein. Ça tombe vraiment quand ça tombe vite comme ça. Et ça va calmer les velléités derrière, regardez. Et dans ce livre, Équipier, ça parle justement des équipiers qui du coup accompagnent le leader, parce qu'en fait on a l'impression comme ça que le monde du cyclisme c'est hyper individuel, alors qu'en fait c'est peut-être l'un des sports les plus collectifs dans les sports individuels. Sans vous, ils peuvent pas non plus briller. Et est-ce que toi, tu as toujours été dans cette optique? Il y a quand même, c'est un rôle hyper important. Alors bien sûr, vous avez peut-être des moments, la possibilité de tenter votre chance dans des échappées, mais il y a ce côté aussi de toujours faire passer l'autre avant. Ouais, bah non, je peux pas dire que ça a toujours été. Voilà, après moi, quand j'ai commencé à performer, j'ai rêvé de gagner. Et en fait, là, il y a une chose, c'est que tous les coureurs qui sont au niveau professionnel maintenant, ils ont été leaders. C'était les meilleurs de leur catégorie chez les jeunes, chez les amateurs. Et donc voilà, j'ai fait partie de ça. J'étais dans mes belles années espoir, leader de l'équipe de France en montagne. Et ça, c'est une grosse fierté maintenant. Mais voilà, à ce moment-là, je rêvais de passer professionnel, et chez les professionnels de faire une carrière, d'être devant sur le Tour de France, comme j'en rêvais gamin. Et puis en fait, quand on passe pro, il y a une espèce on remet les compteurs à zéro, on prend sa place dans le peloton, on appelle ça, en fait, et là à ce moment-là, il faut trouver d'autres satisfactions que le résultat brut. Donc du coup, moi qui suis assez sensible à l'humain, au contact, etc. Je me suis vite orienté vers un rôle d'équipier auprès de leaders avec qui je suis vraiment proche, vraiment une vraie relation humaine, pour donner
voilà, une dimension encore un peu plus importante au rôle et à l'acte que je peux faire en course. Et ouais, c'est le cyclisme, en fait, ça rapproche vraiment les hommes, parce qu'on pense qu'on est tout seul sur notre vélo, ce qui est vrai, on doit pédaler tout seul, donc c'est-à-dire qu'on s'entraîne pour nous, mais on s'entraîne pour une fonction qui va servir à l'autre, en fait. Et c'est quelque chose. On est une vraie équipe, il y a une vraie dimension d'esprit d'équipe et vraiment très humaine, quoi. Voilà, c'est vraiment des moments qui sont très forts, et du coup, c'est vrai que le métier d'équipier n'est peut-être pas forcément valorisé, parce que la plupart des gens pensent que ça n'existe pas. Enfin, on a du mal à cerner ça, mais voilà, c'est vraiment de l'entraide, en fait, du service à la personne, hein, c'est vraiment ça, quoi. Et oui, humainement, c'est plutôt fort, hein. Et ce que je trouve hyper intéressant, notamment dans ce livre, mais tu as tenu d'autres articles aussi là-dessus, c'est que tu arrives à ouvrir le sujet, tu arrives à ouvrir même ce débat un peu sur tout le suivi médical qu'il peut y avoir, notamment en tout cas dans le milieu du cyclisme, mais avec cette idée que l'anorexie, ça touche beaucoup de milieux, mais notamment aussi le milieu du sport du haut niveau. Ça peut toucher aussi bien les hommes que les femmes, et encore plus peut-être même les cyclistes qui comme toi sont grimpeurs, et qui donc forcément en fait doivent faire un poids léger. Alors comment toi en tout cas t'as vu les choses peut-être arriver, ou peut-être que sur le moment tu les as pas vues arriver, mais quelles sont un peu les choses qui t'ont lancé, en fait, malheureusement En fait, je l'ai pas vu arriver. Je l'ai pas vu arriver parce qu'on est dans une bulle et qu'on est déterminé, en fait, c'est juste qu'on est déterminé. Enfin, moi j'étais déterminé à réussir, donc j'ai toujours rêvé de passer professionnel. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure, et quand j'ai commencé à toucher du doigt dans le centre de formation, quand j'avais 19-20 ans, je touchais du doigt de passer professionnel. J'étais vraiment dans l'antichambre d'une équipe pro, et à ce moment-là, ce qui me manque, c'est juste quelques résultats, et puis voilà, et puis un peu de chance, dans le sens où il faut que les équipes soient disponibles qu'il y ait des places disponibles dans les équipes. Mais voilà, j'étais à deux doigts de toucher de mon rêve depuis tout gamin. Je vivais pour ça. J'avais quitté ma famille qui était en Picardie. J'étais tout seul ici. Enfin, j'étais vraiment dans ma bulle ici. Et puis j'avais des bons niveaux, mais il me manquait quelque chose pour des bons résultats, mais il me manquait quelque chose pour passer pro. Et en fait, voilà, il y a des personnes qui sont plutôt influentes dans le milieu, en tout cas avec qui j'ai une grosse écoute et je fais confiance, qui m'a conseillé de perdre 3-4 kilos, et après perdu ces 3-4 kilos, c'est sûr les résultats arriveront, et c'est sûr tu passeras professionnel, quoi. Et du coup, moi... Rappelons-le. Déjà, pour faire ce que tu fais, faut pas non plus être très gros, et donc tu étais déjà, on va dire, mince. À ce moment-là, je faisais 1m78 pour 60 kg. Et donc c'était déjà pas gros, mais voilà, j'ai toujours été bon grimpeur, mais il fallait encore perdre un peu pour devenir excellent grimpeur et avoir des résultats dans ce créneau-là. Le problème d'être grimpeur, c'est qu'il y a un rapport poids-puissance, donc il faut développer le plus de puissance possible avec le poids le plus faible. Sauf qu'il y a une balance à trouver, et quand on est jeune, on y va un peu au tâton, et puis moi je suis quelqu'un aussi de très cartésien, donc j'aime bien fixer les choses, on va dire, et puis comprendre pourquoi je l'ai fait. Et c'est vrai que j'ai pas su me mettre moi-même la barrière, parce que mon seul objectif c'était de passer professionnel. Donc tant que je l'ai pas fait, je continuais dans cette optique, dans ce levier de performance qui était le poids. Et donc j'ai commencé à descendre les kilos, et en fait plus ça va et plus je prenais plaisir à me voir descendre sur la balance, et puis voilà, jusqu'à descendre en dessous les 50 kilos, donc en continuant à faire du vélo à côté. C'était ça qui était aussi un peu fou et déraisonnable, mais c'était c'est un cercle vicieux qui est rentré au fur et à mesure. Et en fait je pensais que ça allait être simplement quand j'allais arriver les résultats après sont arrivés, évidemment, au bout de 3 kilos perdus,
Et puis je me suis dit si j'en perds encore un petit peu plus, je vais encore faire des meilleurs résultats. Et puis sur le coup ça marchait en fait. Et donc ça m'a encouragé à continuer. Et puis dans une certaine peut-être euphorie aussi. C'était ça. Et puis du coup j'ai eu un premier contrat. Je devais passer professionnel, on va dire. Je devais passer professionnel du coup fin 2013. Après des super résultats. Pas que grâce à ça, mais notamment à cette perte de poids. Et en fait, il n'y avait pas la place dans l'équipage des Jeux mondiaux à ce moment-là pour passer. Donc ils n'avaient pas de place pour moi. Par contre, il fallait que j'attende un an pour le faire, pour retenter ma chance, on va dire. Et puis donc entre-temps, on m'a proposé un contrat dans une autre équipe professionnelle continentale, donc c'est le plus bas niveau, l'échelon le plus bas, on va dire, du circuit professionnel. Et puis en fait, moi j'étais arrivé au bout à saturation de on va dire, même d'un point de vue santé et puis d'un point de vue mental aussi, quoi. Donc d'un point de vue santé, là c'est les médecins qui sont affolés. Et c'est ça, est-ce qu'il y a eu autour de toi en fait la famille évidemment, mais d'un autre côté ma famille m'ont toujours fait confiance aussi, et confiance aux personnes qui m'ont entouré, parce que j'ai fait que des belles rencontres, je reste persuadé de ça, et du coup mon père respectait largement les décisions des entraîneurs et puis du staff médical, et sauf qu'en fait au bout d'un moment c'est vraiment aussi les copains, les équipiers aussi qui ont alerté le staff médical. C'est quelque chose dont ils parlaient entre eux aussi. Oui, qui parlaient évidemment entre vous, ou c'est un truc en fait que non, toi ils ont t'étais en déni. Après non, ils ont vu que je perdais, mais en même temps je devenais de plus en plus fort, donc ils ont dit c'est peut-être lui qui a raison aussi, mais le problème c'est que la plupart des gens n'ont peut-être pas la force mentale de descendre comme ça, parce que moi je l'ai fait que d'une manière on va dire mentale. C'était moi qui décidais de manger moins et de me priver complètement pour ça en fait. Et du coup heureusement en fait c'est les autres qui ont tiré la fenêtre derrière, et du coup j'ai commencé à être obligé d'aller consulter des médecins qui eux ensuite cette fin d'année 2013 où j'avais le choix de passer professionnel dans une équipe française ou alors tout plaquer ou faire autre chose ou alors tenter pour moi je voulais rester dans le vélo mais tenter une aventure complètement différente, donc j'ai postulé pour partir dans une équipe aux États-Unis, l'équipe d'Axel Merckx, le fils d'Eddie, et donc c'était une équipe qui me faisait rêver depuis 5-6 ans que je suivais, parce que c'est une des meilleures équipes de développement chez les jeunes au monde, et puis du coup j'ai dit je vais là-bas, et puis là je change complètement mon modèle, je rencontre des nouvelles personnes, un nouveau terrain d'entraînement, je parle anglais. Est-ce que c'est pas aussi justement notre façon de vivre aussi en France, en Europe, qui a une vision très de l'affûtage en tout cas des coureurs, qui montrent en fait leur sérieux aussi. Plus t'es affûté, plus t'es sérieux, alors qu'en fait c'est pas forcément... pour continuer à gratter sur le vélo, le problème c'est que dans le vélo on est jugé par rapport à notre visuel, à notre poids, et on est fasciné par le coureur affûté, musculeux, avec les veines sur les jambes, c'est quelque chose qu'on idolâtre, on est jugé sur ça. Parce que toi t'as toujours vu aussi. Et c'est ce que j'ai toujours vu, et j'étais le premier à dire j'ai des belles jambes, j'ai des veines, etc., c'est joli, donc c'est quelque chose il y a vraiment un culte du corps chez le cycliste qui est très particulier, et tout le monde est jugé comme ça, et en fait c'est juste que ça, quand on est jeune, ça peut vraiment avoir un gros impact, et par exemple les gros sont mal vus dans le vélo, quoi. Et même quand c'est une personne du staff qui va se resservir en pâte ou quoi que ce soit au buffet ou en dessert, il va prendre une réflexion, même s'il est mécano, c'est un milieu qui... Est-ce que ça se passe ça c'est surtout il y a une bonne partie, avec le recul je peux dire qu'il y a une bonne partie en France, un peu en Europe, en Italie quand même pas mal aussi, mais une grosse partie française, parce qu'en France on a une grosse culture du vélo, une très grosse culture du vélo. Ça se retrouve un peu en Belgique mais beaucoup moins. Et aux États-Unis. Et en fait aux États-Unis par contre pas du tout, quoi, parce qu'ils n'ont pas cette culture-là, ils ont la culture du plaisir, et du coup en fait
ça se fait naturellement en fait. Naturellement, tu descends par rapport pour revenir au poids, mais tu descends naturellement à ton poids en fait en grandissant, en te faisant dans le vélo, et les résultats viennent comme ça en fait. Ça se fait naturellement. C'est un process qui fait que quand tu prends plaisir, plus tu prends plaisir, plus tu vas chercher des résultats aussi et de l'envie à l'entraînement, de l'engagement, et du coup voilà, ton corps va se faire à l'environnement où il est, et alors que par exemple en France on prend la chose un peu différemment, quoi. C'est une autre manière de faire, mais je pense qu'il y a du bon aussi en France à prendre, mais il y a aussi du très bon à prendre ailleurs, et ça c'est juste avoir une ouverture d'esprit. Le problème c'est que voilà, le vélo en France, on pense qu'on a un peu la science infuse, qu'on a tout compris parce que c'est un peu historique. Le vélo a une histoire avec la France, et en fait non, pas du tout, quoi. Et c'est pour ça que maintenant ça s'internationalise aussi vraiment beaucoup. Et puis voilà, aux États-Unis c'était pas du tout dans le jugement, au contraire, quoi. Quand j'étais là-bas, on m'a dit là par contre t'arrêtes de faire ça, parce que ici on est on est là pour prendre du plaisir sur le vélo, pour s'amuser, et puis voilà. Quand t'es arrivé là-bas, ça faisait combien de temps à peu près que t'étais rentré dans cet engrenage de troubles alimentaires? Ça faisait déjà 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, ouais. On va dire en 2012, j'ai commencé à rentrer dedans, jusqu'à avoir un point de non-retour fin 2013, où on a voulu m'interdire ma licence tant que je revenais pas à un poids correct. Donc voilà, c'était vraiment le point de non-retour, et c'est à ce moment-là que je suis parti, en janvier 2014. Et c'est à partir de là, est-ce que tu as l'impression que toi, alors je pense que comme tu le dis, c'est pas forcément aussi un déclic qui vient d'un coup, c'est aussi peut-être les autres qui font le déclic pour toi, il y a d'autres choses, mais est-ce que le fait d'avoir, justement, quand tu es parti en Amérique, tu as ressenti une sorte de renouveau aussi dans ta pratique Oui, avant de revenir en France, oui. En fait? Oui, après je savais que j'allais revenir, mais c'était, en fait, j'avais envie de pratiquer le vélo sans les démons qui me hantaient depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, quoi. Donc c'était le poids, et j'avais envie de prendre plaisir sur le vélo, donc c'était faire de la course, sentir la course, le feeling, la vitesse, sentir progresser, et puis voilà, c'était ça, quoi. Et puis et comment on arrive à aller mieux? Et puis en fait, le fait de... En fait, on trouve un autre levier de performance, et on est capable. Moi, j'ai été capable de sortir de ce cercle en fait du poids, en acceptant ce que je mangeais notamment, et des choses riches, quand le moment en valait la peine en fait. Et c'est-à-dire que s'il était partagé, s'il était un endroit super cool, super fun, avec des personnes qui sont pareilles que j'appréciais, etc. Parce que j'avais l'impression de faire du rock aux États-Unis, quoi, d'être parti comme ça, et puis voilà, faire une aventure. J'étais le premier Français à le faire, c'est dans le milieu du vélo. Et du coup, voilà, j'avais l'impression de dire tiens, tu vis un truc de fou, profites-en à fond, et ça vaut le coup en fait. Donc par exemple, la glace après le repas en ville, etc. Je culpabilisais pas parce que j'ai un truc que j'avais pas l'habitude de faire. Lui dit profites-en, vas-y, t'es en train de manger une glace aux États-Unis, t'as 20 ans, c'est énorme, quoi. T'es avec un Néo-Zélandais, t'es avec un Américain, etc. Enfin, c'était, voilà, et du coup en fait j'ai compris que quand il y avait une dimension humaine, peut-être à l'excès, quoi, mais je sais pas si c'était à l'excès, mais au moment, et ben en fait ça en valait la peine, quoi. Et du coup lâcher prise. Voilà, une espèce de lâcher prise, et après du coup une chose qu'on avait l'habitude de dire, c'est jamais regretter une chose qui t'a fait sourire, et du coup si sur le moment ça te fait plaisir, c'est quelque chose que tu peux pas regretter, quoi. Donc c'était déjà ça de prix, quoi. Et donc en fait je suis parti avec cette dimension là, où quand je suis revenu ici, alors j'avoue que j'ai eu des moments compliqués en revenant ici parce que j'ai retrouvé des habitudes, etc. Mais j'ai essayé de m'accrocher à ce côté un peu surtout trouver le plaisir dans le tout, et du coup on avait un slogan aussi dans l'équipe, c'était Keep it fun, on disait toujours ça, et donc toujours de garder une notion de plaisir dans tout ce que tu fais, quoi. Et donc ça c'est un truc que j'ai essayé de garder au maximum, et j'ai eu des moments un peu de creux aussi à ton retour, à mon retour, et puis voilà, quoi, essayer de garder ça, de mettre une dimension humaine ici. Voilà, je suis revenu à Chambéry parce que j'avais mes copains qui étaient là, alors j'aurais pu repartir tout seul par exemple du côté sur la Côte d'Azur, parce qu'on a une qualité d'entraînement qui est fabuleux là-bas, entre la météo et les routes, mais voilà, je suis revenu ici parce que peut-être que la météo est moins sympa, mais j'ai mes amis qui sont là, donc voilà, j'avais
T'avais un ça, pied d'attache. Un pied d'attache. J'ai l'impression que t'es beaucoup parti. Voilà, toute donc façon. voilà, il me fallait un côté social, humain. Donc j'ai essayé de garder ça, et de là, c'est pareil. Mon rêve, c'était de revenir chez AG2R parce que j'avais mes vrais amis proches qui couraient là-bas, dont par exemple à ASL Daumont, qui est vraiment équipier, moi je suis devenu son témoin de mariage, donc on est vraiment proches. Et puis Romain Bardet, mon leader, et je voulais rouler pour lui, quoi. Je voulais lui rendre service comme on rend service à un ami, quoi, mais sur le vélo. Et donc voilà, je voulais vraiment essayer de garder cette dimension-là, cette dimension humaine, cette espèce de fil rouge. Et moi, à G2R, c'est aussi, j'étais dans le centre de formation. Quand je pédalais dans le centre de formation, c'était pour passer pro chez eux. Donc ça donnait un sens à ce que je faisais à ce moment-là. Donc c'était quelque chose que j'ai vraiment gardé en tête, quoi. Et partir aux États-Unis, c'était en revenant et passer là-bas dans l'idée au plus tôt, quoi. Une fois que ça arrivait. Donc du coup ça s'est bien passé, même si pareil, j'étais dans une très belle équipe IAM Cycling, j'étais très épanoui là-bas, mais l'équipe a arrêté au bout de 2 ans, donc là il a fallu retrouver, et puis finalement c'était même pour un bien que ça arrête, pour revenir ici, et puis depuis bien épanoui chez AG2R. Ouais. Par rapport à tout ce sujet qu'on a pu évoquer sur l'anorexie, même troubles alimentaires en fait au sens large, est-ce que une fois que tu en as un peu sorti de tout ça, ou même pendant en fait que tu étais dans toutes ces questions aussi et un peu ces troubles que tu pouvais avoir, est-ce que tu en parlais avec tes équipiers, ou est-ce que même maintenant c'est un sujet qui, tu as l'impression, est un peu plus ouvert quand même il y a quelques années ou pas? Ouais, c'est plus ouvert, hein. C'est plus ouvert parce qu'il y a eu quand même des grosses dérives, et puis en fait c'est bête, mais ce qui a un peu ouvert le truc, je trouve, c'est ces dernières années, la meilleure des coureurs on disait du Tour de France parce que c'était les suiveurs du Tour de France, donc les spectateurs, etc., qui dans les critiques qui disaient, enfin c'est affolant, ils sont vraiment très maigres. Nous on s'en rendait même pas compte parce que on aimait ça, et puis on aimait ce culte un peu du corps, et puis du coup non, c'est vraiment plus ouvert, en fait. Le fait aussi que le peloton s'est internationalisé, et du coup ça a aussi retiré quelques clichés, idées reçues sur l'alimentation du sportif et du cycliste, et puis sur à quoi il doit ressembler. En fait, il y a des coureurs qui ont performé qui n'étaient pas du tout à 3% de masse grasse et squelettique, etc. Donc voilà, ça a prouvé qu'il y avait, c'était pas une règle d'or, quoi. Et donc après on en parle à ce moment-là. Est-ce que tu as l'impression que le débat est un peu plus ouvert, même en termes de suivi médical? C'est un peu plus, oui, on en prend quand même conscience. Après, le problème, c'est qu'il reste des personnes, c'est un problème, mais ça peut être aussi une bonne chose dans le vélo. Mais en gros, il y a encore des personnes qui travaillent dans les équipes, qui ont connu l'ancienne école et qui continuent à avoir des discours qui sont pas du tout diplomates, qui prennent pas du tout en compte la dimension, l'impact que ça peut avoir sur le coureur mentalement, quoi, et socialement aussi. Et du coup, c'est un peu le problème. En gros, c'est un peu les coureurs les plus fébriles, on va dire, qui sont touchés. Donc ça va être des coureurs qui sont par exemple en fin de contrat, ou des jeunes qui arrivent, qui ont tout quitté de chez eux, qui ont en gros que le vélo, et qu'il faut absolument performer dans le vélo. Donc voilà, on cherche tous les moyens pour réussir. Mais c'est une quête de la performance. Enfin, moi, quand tu m'expliques, j'ai l'impression que ça part vraiment de ça. Ça part de ça. Et moi, en fait, c'est parti pour performer. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était le seul moyen de performer. Et du coup, je suis parti dans l'idée, plus j'allais être léger, plus j'allais être fort. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et après, ouais, de là, il y a plein de coureurs qui ont été touchés par ça. Et moi, j'ai eu une chance d'être parti aux États-Unis et d'avoir rencontré des bonnes personnes là-bas, mais la plupart des coureurs chez les jeunes qui ont touché à ça ont arrêté le vélo parce que influençable aussi parce que à ce moment-là, quand t'es jeune. Ça. C'est exactement ça. Après, c'est des questions de rencontre, et puis voilà. Mais c'est un sujet qui reste complètement, c'est un sujet qui reste tabou. Faut quand même le dire. Ça dérange parce que justement, il y a encore des têtes pensantes dans le vélo qui inculquent ce genre de pratique. Parce que en fait, la pratique n'est pas directe dans le sens,
c'est vicieux parce qu'on te fait croire que tu vas performer, et ce qui est vrai. C'est évident que le résultat est là. Que le résultat est là, mais en fait il y a un équilibre à trouver et surtout il y a des moments pour le faire, quoi. Et c'est pas tout le temps surtout, et il n'y a pas de formation diététique qui est donnée. Tu perds tant de kilos, et en fait là c'est en train de changer parce que justement ils ont pris conscience qu'il fallait avoir des nutritionnistes, qu'il fallait avoir des chefs cuisiniers, etc., qui gèrent notre alimentation en course pour savoir à quoi apporter, pour rester dans un optique de santé quand même, quoi, parce que c'est la priorité, faire du sport, faire du sport santé, c'est du sport performance, mais c'est d'avoir des personnes en bonne santé, quoi, mentale aussi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a des chefs maintenant, parce que pendant 3 semaines, un mois, manger que des pâtes et puis un morceau de poulet, c'est pas rigolo. Donc voilà, on rentre dans une espèce de morosité, et on a maintenant des chefs cuisiniers qui nous font des plats dignes de restaurants gastronomiques presque des fois. Donc il y a plus un suivi, peut-être un accompagnement nutritionnel que tu voyais peut-être pas avant. Ouais, complètement. Ouais. C'était vraiment ça, quoi. Avant, avant on était... il y avait aucune démarche qui était activée sur le fait d'être en bonne santé dans l'idée, et puis de gérer ton alimentation. Il fallait juste perdre du poids. Donc voilà, on disait c'est facile, hein. Moi ça m'avait un peu choqué, mais j'ai entendu quelqu'un dire à un jeune de 18 ans, il dit c'est pas compliqué, hein. Tu regardes les personnes qui ressortaient des camps de concentration, t'as vu comme elles étaient maigres, hein. C'est juste parce qu'elles mangeaient pas, hein. Donc si tu as envie de maigrir, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire, quoi. Donc voilà, quand tu pars de ce principe-là, c'est évidemment c'est sûr. Ça je l'ai entendu, ouais. Donc voilà, c'est ça, un gamin de 18 ans, je l'ai entendu, et moi j'avais le même âge, donc ouais, ça fait réfléchir, et puis c'est des choses qui... Est-ce que tu considères aussi que ça peut jouer quand tu as en plus un univers, une personnalité peut-être qui est aussi plus sensible? Ah bah oui. Après t'as des personnes qui réagissent différemment. Sensible, c'est dans le bon sens, hein, que je le dis, hein. Bah oui. C'est que t'es plus sensible en fait aux choses qui t'entourent, aux choses qu'on te dit. Oui. Mais c'est des personnes qui sont... Ouais, c'est plus sensibles, c'est vraiment le mot, quoi. Donc on est sensible aux bonnes choses comme aux mauvaises, et à la critique en fait aussi, et puis voilà, critique constructive, sauf que le trop est l'ennemi du bien, quoi. Et l'idée c'est de trouver le bon, on va dire le bon curseur, mais le problème c'est d'aller dans l'excès. Et moi je suis juste parti dans l'excès, mais la démarche était peut-être pas mauvaise au début, mais je suis parti dans l'excès en fait. Et voilà, j'ai manqué d'une dimension sociale en fait, en étant tout seul quasiment ici, avant que je rencontre ma femme ici, et puis ma copine, du moins encore maintenant, et puis voilà, d'avoir cette dimension-là, des vrais amis très proches, que tout le monde soit installé dans une vie active, et que voilà, j'ai manqué de dimension sociale pour m'asseoir sur... Pour t'épanouir aussi. Pour m'épanouir aussi, ouais. J'avais en gros que le vélo à ce moment-là, parce que j'étais pas non plus épanoui plus que ça dans les études, je les faisais parce qu'il fallait les faire, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça. Et c'est pour ça que maintenant je tiens à garder aussi... j'ai tenu à faire mes études et puis aller au bout de ça, et puis par contre après me lancer dans des vraies formations qui me passionnent, donc du coup l'œnologie. Tu as trouvé maintenant, enfin après, est-ce que tu considères toi être plus dans un certain équilibre à l'heure d'aujourd'hui? Et je pense que justement cette touche sensible, elle s'exprime pas mal aussi dans ces formations que tu as pu faire pour développer en fait ton amour du vin. Ouais, c'est ça en fait. Après c'est vraiment ça, j'ai une passion depuis un peu enfouie depuis gamin, quoi, mais ouais, pendant les années où je voulais passer professionnel, c'était quelque chose que je m'interdisais parce que c'était des calories en fait en plus, et du coup... C'est vraiment, tu te l'interdisais? Ouais, je me l'interdisais. Je pouvais en boire sur des moments un peu festifs, mais je m'interdisais d'y aller, d'aller rencontrer, d'aller mettre le nez dedans, parce que je me disais que c'était nocif à la qualité de cycliste, on va dire, à la qualité de vie du cycliste. Et alors que t'as quand même une famille qui était dedans, bien édifiée à ça. Qui était dedans, qui voilà, un pied à terre dans le Beaujolais, etc. Mais en fait, j'avais pas pris en compte du tout la dimension plaisir en fait et humaine du vin,
et puis la dimension plaisir, le plaisir peut m'apporter de la performance au final. Et j'avais pas pris en compte ça. Et en fait, c'est en revenant des États-Unis où là, voilà, j'ai dit non, pour moi c'est une passion. Et à ce moment-là, j'ai dit j'y vais. J'y suis allé un petit peu au fur et à mesure. Et puis en fait, T'as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai 22 ans. Et puis j'y vais, je me forme vraiment pour comprendre ce que c'est le vin, et puis en parler correctement aussi, et raconter ce que les vignerons, raconter à mes amis, et aux personnes qui me demandent ce que les vignerons m'ont dit, donc le raconter de la bonne manière. Et c'est comme ça en fait que j'ai voulu me former sur du conseil et de la dégustation aussi. Et puis aussi le fait d'avoir voyagé, j'avais envie aussi de voyager à travers le vin, donc c'est-à-dire que voilà, goûter un vin d'Australie, un vin des États-Unis, un vin d'Italie, c'était une sorte de voyage aussi, et puis de partout en France. Donc c'est un bon prétexte d'aller s'intéresser à la région, d'aller s'intéresser à la personne qui le fait, au terroir, et puis... Et où tu trouves ce temps ? Parce que vous êtes quand même vachement en vadrouille tout le temps. Hein, Du coup, quand on part en vadrouille, comme là on part un mois en Australie, j'en profite sur une journée de repos, voilà, d'aller faire un vignoble, d'aller rencontrer, déguster, et c'est un petit échappatoire que j'adore, et c'est des rencontres en fait qui sont tellement enrichissantes qu'on ne peut pas avoir de regret peut-être d'être resté un peu trop sur les jambes sur ta journée de repos entre deux entraînements, mais pour moi ça donne un sens aussi à ce que je fais. Et puis en fait, quand je rattaque le lendemain mon nouveau bloc d'entraînement, je suis juste rempli d'énergie, rempli de bonne énergie, quoi, parce que je me suis un petit peu vidé la tête, et puis je l'ai rempli aussi de nouvelles connaissances, et ça c'est quelque chose que j'adore. Et puis après voilà, après il y a des périodes aussi où moi j'ai bien conscience que le fil rouge c'est le vélo aussi en ce moment, et puis donc ma priorité c'est ça. Il y a des périodes quand je prépare des grandes courses, je m'abstrais complètement d'aller à droite à gauche, et puis d'aller déguster, et puis j'essaie de concentrer mon énergie sur le vélo. Je prends plaisir parce que ça a un sens, j'ai des vrais objectifs, et j'ai des vrais objectifs de course, de performance, et puis du coup ça donne du sens à ce que réellement je fais, quoi. Puis il y a des périodes plus lâches où voilà, on a les objectifs qui sont passés, des courses qui sont moins importantes, où du coup on met un peu moins d'engagement, c'est naturel aussi, parce qu'il faut avoir des moments plus engagés que d'autres, et puis voilà, dans les moments plus calmes, j'en profite pour remettre l'une dedans, et puis du coup ça fait une bonne balance, et pas de regret du tout quand je me ferme sur le côté vin, pour me concentrer sur le vélo, pas de regret, parce que je sais que je peux en profiter après, chaque chose en son temps. Après, ce que tu dis pas, ça c'est avec beaucoup d'humilité, je pense que tu le dis même pas, mais il y a une chose que d'aller voir des vignerons par envie, par passion, mais aussi de monter ce que tu as fait, donc ça s'appelle quand même Épicurieux. Oui. T'en as pas parlé, qui est quand même une autre démarche que juste aimer déguster du vin. Oui. Bah ouais, et puis après, bon, ça fait un sacré chemin qui a été fait entre les années entre 18 et 20 ans, où justement je mettais aucune notion de plaisir, donc l'anti-épicurieux, c'était un peu ça, et je m'interdisais beaucoup de choses, et maintenant pour moi c'est devenu vraiment un sens à ma vie d'être profiter des bonnes choses de la vie, on va dire, et des personnes qui m'entourent. Et du coup voilà, j'ai décidé en apprenant le vin, j'avais envie de le partager, et voilà, de partager tout ça. Du coup en passant mes formations, j'ai décidé de monter mon entreprise de conseil et dégustation Épicurieux, et l'idée c'était du partage, donc dans les deux sens. Moi voilà, c'était de rencontrer des vignerons, de comprendre le vin, le terroir, comprendre l'histoire qu'il y a derrière l'étiquette, et puis après en parler à travers des dégustations que j'anime, et voilà, que j'organise soit chez moi, soit chez les gens, soit pour des entreprises, et voilà, sur des cours d'onologie, à l'initiation, la dégustation, on va dire, et en toute humilité, parce qu'il y a des personnes qui le font bien mieux que moi et qui sont bien plus formées que moi, mais voilà, disons que moi on m'a jamais coaché dans l'apprentissage, je l'ai fait un petit peu moi-même, du coup j'en parle. T'as suivi des cours ? J'ai suivi des cours, mais
mais j'en parle avec mes mots qui sont encore plutôt simples par rapport à de la grande sommellerie, mais qui parlent aux gens que j'ai en face aussi, parce que c'est des personnes qui sont pas très initiées ou peu, complètement amateurs. Amateurs, et c'est ce qu'ils attendent aussi. Donc voilà, c'est un intermédiaire où j'ai trouvé une place qui m'attire, et puis je me suis lancé voilà dans un credo aussi de qualité de vin, vraiment dans le sens qualité. Purement gustatif et de l'histoire voilà, et humaine, et pas sur le prix et l'étiquette, parce que je pars du principe que c'est facile d'acheter un vin cher ou une étiquette qui est connue, mais voilà, c'est plus acheter une bouteille de vigneron, un vin d'auteur comme on a l'habitude de dire, avec sa pâte, et puis avec son terroir, avec son cépage, et puis des vins qui sont surtout, parce que j'ai du coup aussi, grâce au vélo, acquis une grosse sensibilité à la qualité de mon alimentation, et le vin c'est pareil, je veux que ce soit des produits qui sont propres, le plus propre possible du moins, et qui reflètent le plus possible aussi l'identité qu'il doit avoir, donc pas du tout un vin standardisé, un vin où on retrouve le vigneron derrière, le terroir, le cépage. Est-ce que tu as des images là comme ça de personnes que tu as pu rencontrer, des choses là qui te reviennent en esprit Oui, tellement. Après, comme ça à partager, mais après c'est une parmi tant d'autres, hein, mais qui du coup toi tu as pu te toucher, qui a pu... Niveau vin des rencontres, il y en a tellement des belles, mais qui est assez touchant. Ou pas, mais tu vois quelque chose qui en tout cas toi c'est touchant. En fait, quelque chose par exemple avec mon grand-père, c'est quand même lui qui m'a inculqué ça, et puis en fait ce que j'adore, mais mon père aussi, c'est plus en globalité, mais c'est eux qui m'ont appris le vin, et maintenant c'est moi qui leur apprends, et je trouve que la passation se fait super bien, et en gros voilà, on a écrit Équipier, on parle d'une rencontre chez un vigneron, Marcel Lapierre, qui est maintenant décédé, son fils Mathieu et Camille, sa fille, qui ont repris le domaine à Morgon dans le Beaujolais, et moi c'est des vins sentimentalement qui sont vraiment forts, et que j'adore, et du coup j'ai fait goûter le premier Lapierre, qui est une personne emblématique, à mon grand-père, et qu'il n'avait jamais pu goûter en fait, et il a 86 ans et il est des yeux émerveillés, donc c'était vraiment sympa à l'image, parce que c'est lui qui m'a fait aimer le vin dans l'idée, et mon père aussi, donc voilà, maintenant voilà. Après il y a plein de rencontres de vignerons qui sont passionnantes, chacun son histoire, des moments de vie exceptionnels de partage en fait, et c'est une richesse énorme, et en fait on se rend compte même qu'avec par rapport au vélo, ça m'ouvre aussi beaucoup de portes, où des fois je suis un peu aussi, pas dire que je culpabilise, mais je me sens vraiment chanceux en fait de pouvoir rencontrer ce type de ces gens-là, parce que c'est pas donné à tout le monde dans le milieu du vin, et donc voilà, je sais par contre largement en profiter et les remercier, et puis est-ce que tu auras envie que ça se développe plus, là comment tu vois les années à venir? Tu l'as dit, c'est tellement aussi, il y a une part quand même très éphémère dans ce que tu fais en tant que cycliste coureur pro. Comment tu vois, est-ce que c'est des choses déjà que toi qui te traversent à l'esprit, peut-être que tu te projettes pas? Comment tu vois tout ça? Non, après le fil rouge pour moi c'est le vélo, donc je peux en faire dans des bonnes conditions, je le ferai, et tant que j'ai un sens aussi à le faire, du moins mon rôle d'équipier, voilà, c'est d'être équipier avec des bons objectifs, avec des leaders que j'apprécie, qui savent aussi dire merci quand il y a une reconnaissance. Donc voilà, tant que j'ai tout ça, il n'y a aucun souci pour le faire, je prends plaisir à le faire. Et puis après voilà, niveau 20, j'aurai le temps de le faire après la carrière. Et j'ai envie de développer Épicurieux parce que ça me plaît, mais tant qu'il y a le vélo me freine entre guillemets, mais ça prend une plus grosse place. Voilà, ça prend une plus grosse place, du coup je peux pas développer beaucoup plus, mais je sais pas encore ce que je ferai après le vélo, j'ai plein d'envie en fait, mais j'ai du mal à... Mais est-ce que tu en as peur? Non, pas du tout par contre, non. Non, j'ai pas envie d'arrêter, mais j'ai pas peur d'arrêter du moins, quoi. T'as pas peur de la suite après la... Non, au contraire. J'ai presque, c'est presque un sentiment d'excitation. Ouais, d'excitation, de dire de savoir que en fait il y aura tellement de choses à faire que ça va être super sympa, quoi. C'est vraiment. Ça serait pas une autre vie, mais. Ouais, si, ce sera une autre vie, ouais, quasiment. Après, ce que je veux, moi,
ce que j'ai appris dans le vélo, les personnes aussi que j'ai côtoyées, pareil, des super, j'ai rencontré des gens formidables aussi, et puis voilà, essayer de me servir de ça pour pouvoir, c'est dommage d'avoir fait 15 ans dans le vélo tu te crées un réseau, et voilà, et de ne pas en profiter après, donc voilà, l'idée ce serait de croiser un peu les deux milieux, et puis oui, voilà. Que tu arrives déjà un peu à faire. Que j'arrive déjà à faire, qui m'ouvre des très belles portes. Et puis pareil, même du côté vigneron aussi, c'est des personnes qui ont envie de rentrer dans le milieu un peu du vélo parce qu'ils aiment ça. Et donc ils ont l'impression d'avoir un petit pied dedans en nous connaissant. C'est la culture française, voilà. Dans un donc, sens. exactement. Et puis en fait, il y a plein de coureurs aussi qui aiment ça, qui aiment ces moments de partage. Donc ça commence à, on va dire, à être accepté d'aimer boire du vin, quoi, parce que pendant longtemps c'était de l'alcool et c'était mauvais, quoi. Donc il n'y avait pas cette dimension humaine au produit, on va dire. Donc ouais, à voir la suite. Il y a tellement d'idées que je ne pourrais pas en sortir une. On me demande souvent, mais même moi je sais pas au final. C'est ça. Donc tu as fait plusieurs grands tours depuis que tu es rentré là-bas. 5 grands tours. J'ai fait mon premier, j'en ai fait 2 chez YAM Cycling, un tour d'Italie et un tour d'Espagne, et puis ensuite chez AG2R j'ai fait 2 tours d'Italie, un tour d'Italie pardon, et puis 2 tours d'Espagne. Ouais. Mais ce qui n'est pas rien. Non, ce qui n'est pas rien, il n'y a pas de Tour de France, mais... Toi, ce serait l'objectif, disons, ouais, c'est le petit rêve, faire, en tant que Français. Voilà, c'est le petit rêve qui a pas été coché, quoi, mais c'est le seul truc qui me manque, on va dire, dans ce que je rêvais gamin, de coureur, du moins de mon rêve de coureur cycliste. Parce que ça, après, ceux qui sont de l'extérieur, on ne sait pas comment ça se passe, mais c'est tout comme peut-être aussi dans d'autres milieux, c'est l'entraîneur qui décide, qui sélectionne en fait son équipe. Donc pourquoi par exemple être sélectionné pour le Tour d'Espagne, mais pas par exemple pour le Tour de France? Il y a peut-être des choses... En fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, on est 30 coureurs dans l'équipe, avec chacun des profils différents. Il y a des grimpeurs, des rouleurs, des sprinteurs. Voilà, chacun a son rôle. Et du coup, en fait, la direction sportive s'occupe de dispatcher les coureurs en fonction des profils et des objectifs de l'équipe. Donc nous, on a une équipe française, sponsor français, donc l'objectif numéro 1 c'est le Tour de France, une équipe espagnole pour c'est le Tour d'Espagne. Et donc voilà, chacun a ses objectifs, sauf que voilà, le Tour de France c'est la plus grosse course au monde, c'est pas la plus dure, mais c'est la plus grosse course, la plus médiatisée, donc pour nous c'est AG2R, les objectifs sont très élevés avec nos leaders, et donc du coup là, déjà, la sélection est très rude, donc ils prennent entre guillemets les meilleurs coureurs de l'équipe. Et puis il faut savoir que dans une équipe, on est 30 coureurs, mais on n'est que 8 à pouvoir faire le Tour de France. Donc dans les 8 qui sont sélectionnés, on part du même principe que c'est pas les 8 meilleurs, mais c'est les 8 meilleurs, enfin du moins c'est les meilleurs dans leur catégorie. Donc c'est-à-dire que ça va être, il y aura 2 places pour les grimpeurs, donc ça va être les meilleurs grimpeurs de l'équipe qui seront là-bas. Il y aura pareil 2 places pour les rouleurs, donc c'est vraiment très élitiste, quoi. C'est très précis, donc au final il n'y a pas 8 places en fait, c'est juste qu'il y a peut-être, pour moi dans mon rôle il y aura 2 places, quoi, et à côté du leader, donc sachant que les 2 qui l'entourent c'est des personnes qui en jouant leur carte personnelle pourraient faire dans les 20 premiers du Tour de France, donc le niveau est très très élevé, quoi. Alors que voilà, sur nous l'Espagne c'est par exemple, nous, le Tour d'Espagne, dans l'équipe, on le prend plus dans un rôle déjà, on vise les victoires d'étape plus que le classement général, et puis dans un rôle un peu d'apprentissage, quoi. C'est un peu le tour où voilà, on apprend à gérer 3 semaines de course, sur la récupération, sur les kilométrages, donc c'est un peu une espèce de pied à l'étrier pour valider ça, et ensuite, pourquoi pas un jour arriver au Tour de France. Donc voilà, après le Tour d'Italie, c'est encore un peu une autre dimension, parce que c'est vraiment très difficile, donc c'est compliqué d'envoyer quelqu'un qui est pas aguerri là-bas, quoi. Comme j'ai dit, j'en suis ressorti, j'avais 2 phrases en tête, c'était le keep it fun et puis le j'ai jamais regretté une chose qui t'a fait sourire, et en fait c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre quand j'avais 19-20 ans, et que à ce moment-là, on me proposait d'aller manger quelque chose, ou
ou d'aller faire, je sais rien, les magasins, c'était des choses très simples, mais je regrettais à chaque fois, quoi. Je me disais que je comprenais pas la notion de plaisir, en fait. Pour moi, c'était le vélo, la performance, et il fallait vraiment être concentré sur ça, et j'aurais aimé à ce moment-là qu'on me dise non, là tu déconnes, le comprendre à ce moment-là, cette notion de plaisir, et savoir que sans plaisir il n'y a pas de performance non plus, quoi. Donc du moins sur le long terme, quoi. Donc d'avoir cet équilibre-là, donc c'est quelque chose que tu aimerais faire partager. Que j'aimerais faire partager, et que j'ai été chercher d'un côté moi-même, parce que quand je suis parti, c'est ce que je cherchais, du moins, je cherchais à avoir autre chose, mais je suis tombé sur ça, tant mieux, le plaisir, mais du moins, c'est quelque chose que j'essaye de véhiculer maintenant quand on en parle avec les jeunes, et donc voilà. Après il y a aussi quelque chose à prendre en compte aussi, c'est que sans travail il n'y a pas non plus de performance, et que il faut garder, parce que c'est pas que le plaisir. S'amuser tout le temps, c'est pas, mais il faut prendre plaisir dans sa manière de travailler, quoi. Il y a des coureurs qui le font très bien, qui sont très inspirants actuellement dans le vélo, et ça, c'est sur ce type de personnes qu'il faut s'inspirer, on va dire, qu'il faut aller chercher. Voilà. Merci beaucoup, Clément. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et l'illustrateur de la pochette de cet épisode est Loïc Posier. Passionné par les sciences, il réalise d'incroyables illustrations en tout genre. Merci à lui d'avoir accepté de réaliser le portrait de Clément, et je vous conseille vivement d'aller voir son univers haut en couleurs sur son compte Instagram Loïc Posier. Tout est relayé donc sur le compte Instagram Les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance. Rendez-vous donc dans un mois pour un nouvel épisode de Quart de siècle.